Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Esther Fotsé, fondatrice de Plan You Go, et de notre éditorialiste Alfred Chango. Et tout de suite, dans l'actualité économique, au Tchad, face à la crise économique, les autorités en charge des finances publiques évaluent actuellement les dépenses et les performances fiscales de l'État. Certains experts estiment d'ailleurs que la baisse des recettes fiscales n'est pas la seule cause de la crise économique. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramdam, commenté par Deogracias Podo. Au Tchad, le gouvernement continue de chercher des solutions à la crise économique et financière que traverse le pays. Selon les autorités en charge des finances et du budget, la très forte vulnérabilité de l'économie tchadienne face au choc exogène est la conséquence de la dépendance du trésor public vis-à-vis des ressources pétrolières. C'est pourquoi, selon ces dernières, l'évaluation des dépenses fiscales du pays et la réforme de l'impôt sur les revenus des personnes physiques sont impératives. La très forte vulnérabilité de notre économie au choc exogène et plus particulièrement à la baisse du prix du baril de pétrole est la conséquence d'une dépendance vis-à-vis des ressources pétrolières qui affecte sévèrement le niveau de nos recettes publiques ces dernières années. La réforme de notre système fiscal s'impose pour lutter contre la déperdition des ressources publiques et la promotion de l'investissement, gage de la croissance économique. Pour certains experts, la baisse des recettes fiscales et la chute du prix du pétrole ne sont pas les seules causes de l'effondrement de l'économie tchadienne. L'octroi d'exonérations ou d'avantages fiscaux dérogatoires à certaines entreprises est aussi à l'origine d'importants manques à gagner pour le trésor public en termes de recettes fiscales. L'exonération n'est pas si mauvaise. Il faut faire, des subventions ciblées. Par exemple, des couches vulnérables, les malades, les branches qui ont besoin des exonérations, il faut faire des subventions ciblées. Rappelons qu'au Tchad, depuis plus de 5 ans, les recettes publiques non pétrolières stagnent à moins de 6% du PIB, ce qui constitue une valeur anormalement faible par rapport aux autres pays d'Afrique au sud du Sahara. Alfred, donc il a été dit dans le reportage, les recettes publiques non pétrolières stagnent à moins de 6 points du PIB. Qu'est-ce que cela implique ? Ça signifie plusieurs choses, Fanny, que d'abord, le Tchad n'a pas réussi la diversification économique dont on parle souvent ici, parce que pendant longtemps, on a tablé les recettes de l'État autour du pétrole. Et avec l'effondrement du cours du pétrole, il y a la chute des recettes aussi pour l'État, donc nécessité de revoir le système financier et budgétaire tchadien. Et donc ça passe effectivement par la réforme déjà de l'administration, l'assainissement de l'administration pour contrôler la masse monétaire des fonctionnaires, pour parler très clair, et en même temps les dépenses somptuaires de l'État, les réduire. On a vu le président décider qu'il fallait baisser les rémunérations des ministres de tout le monde, et donc ça a suscité de remous. Et ça permet aussi à l'État de repenser alors la manière de financement de ces programmes, de ces projets à partir justement de cette diversification, c'est-à-dire avec les recettes du pétrole, les transformer dans le financement de l'agriculture ou de l'élevage qui sont finalement des ressources naturelles, j'allais dire, du Tchad depuis toujours. Mais là, Alfred, dans l'urgence, la diversification économique, elle ne peut pas fonctionner. Là. Non, vous avez raison, Fanny, mais c'est vraiment le chemin qu'il faut prendre parce qu'il y a, quand on prend le cheptel, par exemple, tchadien, il est important. Ouais. On sait qu'avec la guerre au Mali, par exemple, le problème d'évacuation justement de ces ressources-là s'est posé et que donc dans l'urgence on n'a pas su comment faire pour transformer ce cheptel-là par exemple en bien de consommation immédiatement. Donc ça signifie aussi qu'il faut produire local, créer des industries qui peuvent agir dans ces sens-là. Mais ça suppose aussi que toujours avoir une vision, une planification qui permette justement de refinancer autrement. C'est vrai que le cours du pétrole remonte un peu. De l'autre côté, il y a les financeurs internationaux, la Banque mondiale, le Fonds monétaire qui soutiennent, puis l'Union européenne qui soutiennent
maintiennent cette économie un peu exsangue du Tchad. Mais il ne faut pas oublier non plus que l'implication du Tchad dans la résolution des crises et des conflits partout en Afrique a grévé considérablement ce budget. En fait, la chute des cours du pétrole est venue accentuer justement l'impact de la baisse des recettes du pays. Merci. Dans l'actualité également, au Cameroun, selon le Comité monétaire et financier national, la situation monétaire du pays est au beau fixe. En 2016, la masse monétaire s'est ainsi établie à 4 155 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 5,1%. Reportage de notre correspondante Viviane Baokana. La masse monétaire au Cameroun enregistre une hausse de 5,1%, passant de 3 954,6 milliards en 2015 à 4 155,4 milliards de francs CFA en décembre 2016. Les avoirs extérieurs nets baissent de 34,4%. Ainsi, le solde des avoirs du Cameroun en compte d'opération a diminué de 63,3%. Selon les experts, cette hausse est la résultante d'une demande constante. Il y a une forte demande de la monnaie pour justement réaliser des échanges, pour acheter, n'est-ce pas, des biens et services. Il y a eu une forte demande de monnaie comme unité de valeur, unité de réserve. Sur la même période, le taux de couverture extérieure de la monnaie est revenu de 86,83% à 73,62%. Le crédit intérieur enregistre une hausse de 41,2%. Cette situation monétaire, comme l'expliquent les experts, est tributaire de plusieurs apports sectoriels, notamment avec le transport transfrontalier. Pourquoi le secteur du transport? Parce que il y a une forte demande en transport due à cette crise humanitaire qui accourt au Cameroun, notamment dans la partie est, à l'est du Cameroun, avec la guerre qui a eu lieu en Centrafrique. La même chose pour reconstruire la Centrafrique. Il y a beaucoup, n'est-ce pas, du matériel qui rentre. Il faut transporter. Selon le Comité monétaire et financier national, l'économie camerounaise confirme sa résilience avec une croissance économique du PIB réel estimée à 5,3% en 2016, selon les premières projections de la Banque centrale. Esther Fotseke, que vous inspire cette situation monétaire, donc de bons résultats en termes de situation monétaire? Je suis plutôt contente de mon pays, à vrai dire. Je suis plutôt contente de mon pays et je suis pas très étonnée parce que de toute façon, on a une forte demande en ce moment. On encourage que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit l'investissement, que ce soit les achats. Donc c'est plutôt une bonne résultante et j'espère que du coup ça va continuer parce que pour le coup, il y a quand même pas mal de choses à faire. On l'a vu notamment dans le transport. Donc il y a pas mal d'encouragement encore à faire dans le domaine. Ouais. Alfred, l'économie camerounaise confirme sa résilience? Oui, parce que on sait, nous venons de parler du choc pétrolier pour les pays producteurs de pétrole, la baisse de recettes. Là, pour le coup, pour le Cameroun, la diversification a véritablement lieu, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas des recettes du pétrole, mais qu'il y a d'autres secteurs de l'activité économique qui peuvent permettre de faire rentrer des recettes dans les caisses de l'État. Ça veut dire que l'État camerounais a mieux anticipé que l'État tchadien, par exemple? Je ne sais pas s'il a mieux anticipé, mais la conjoncture sous-régionale est assez favorable, c'est-à-dire la sortie des crises, par exemple, en Centrafrique, qui permet justement ces mouvements entre le Cameroun et la Centrafrique. Et puis le soutien au crédit intérieur, et puis la confiance aussi que les investisseurs étrangers ont vis-à-vis de la stabilité au Cameroun. Ça permet aussi de fructifier justement les recettes de l'État et donc la masse monétaire qui circule. Donc le Cameroun, c'est actuellement le pays, on peut le dire, qui s'en sort le mieux en Afrique centrale? Oui, c'est le pays qui s'en sort le mieux, on peut le dire, dans la mesure où il y a, je crois, quelques temps, on a évoqué ici les grands projets de l'Afrique centrale. La majorité de ces projets sont réalisés ou en cours de réalisation au Cameroun, parce que justement, il y a cette stabilité, il y a la confiance des investisseurs vis-à-vis de la stabilité politique et économique au Cameroun. Et donc, ça favorise justement cette stabilité financière
Et quels sont les secteurs actuellement qui attirent justement ces investisseurs dont vous parliez? Alors, pour les plus grands, il y a évidemment le secteur de l'électrification, de la construction des ports qui importe. Il y a la question de l'agriculture aussi, du café qui est aussi un autre secteur qui est en train de reprendre du poil de la bête, où on est en train d'améliorer, on était café Robusta, mais maintenant on essaie de passer au café Arabica. Et voilà, exactement. Donc voilà, quelques secteurs. Et puis dans le tertiaire, il ne faut pas oublier non plus, dans les nouvelles technologies, voilà. Ouais. Et donc finalement, ça voudrait dire que les effets, on va dire, des combats avec Boko Haram n'a pas finalement si impacté que ça l'économie camerounaise? Relativement, puisque c'est vraiment dans l'extrême nord du Cameroun, avec la frontière avec le Nigeria, même si maintenant les choses sont en train de se stabiliser quand même, ça a impacté un peu dans le nord. Mais pour le reste du pays, évidemment, il y a beaucoup commence à la sécurité régnant ailleurs, donc ça facilite justement les échanges, ça facilite cette confiance des investisseurs étrangers. Esther Fotzé, vous avez constaté également que les investisseurs étrangers, pour vous, ont toujours cette confiance dans l'économie camerounaise? Oui, tout à fait. De toute façon, on parlait de Boko Haram, c'est vraiment plus dans l'extrême nord du pays, et je ne vais pas dire qu'on ne le sent pas dans le Cameroun, si on le sent, mais aujourd'hui quand on regarde même en termes de recommandations, que ce soit pour le tourisme au Cameroun ou autre, il n'y a pas de message ne pas se rendre au Cameroun. Aujourd'hui, le Cameroun, notamment avec le port de Kribi, on attire pas mal d'investissements et beaucoup d'investisseurs, et vous étiez en train de dire tout à l'heure la diversification de l'économie. Aujourd'hui, le gouvernement camerounais encourage notamment les jeunes à se tourner beaucoup vers le digital, qui sont les nouveaux métiers. On encourage des projets comme l'agriculture, on encourage le numérique. On a le gouvernement en train de mettre en place des subventions et de dégager des fonds pour justement aider à redresser l'économie, à diversifier cette économie-là pour que ce ne soit pas seulement basé sur une chose et que le pays puisse prospérer. Merci. Et tout de suite, notre chiffre du jour. Au Maroc, en 2016, l'Office chérifien des phosphates a indiqué avoir enregistré un bénéfice net de 3,78 milliards de dirhams, soit une baisse de 52,8% par rapport à 2015, une contre-performance due à la baisse des prix du phosphate sur le marché. Alfred, donc il n'y a pas que les prix du pétrole qui chutent, il y a aussi ceux du phosphate. Cette chute se poursuit, ça peut impacter l'économie marocaine? Alors, il y a évidemment un effet, j'allais dire, boule de neige, baisse du cours du pétrole, du phosphate aussi. Non, ça ne va pas impacter. Pourquoi? Parce que là aussi, le Maroc a pris très tôt le virage justement de la diversification. C'est vrai que le phosphate a été pendant longtemps la ressource principale de recettes pour le gouvernement marocain. Mais très tôt, ils ont compris effectivement qu'il fallait diversifier. Aujourd'hui, il n'y a pas que le phosphate, il y a les énergies renouvelables, il y a la banque, il y a l'agriculture, l'ouverture vers le sud du continent, une politique très dynamique vers le sud du continent, mais aussi vers l'Europe et puis vers la Chine. Aujourd'hui, par exemple, il y a ce projet de construire à Tanger un véritable centre industriel par les Chinois qui commencent, les travaux vont commencer bientôt jusqu'en 2020. Et puis, les investisseurs étrangers encore font confiance aux souverains chérifiens parce qu'il y a cette stabilité qui existe. Et donc, il y a des investissements dans l'industrie automobile, mais aussi dans l'agriculture, dans les agrumes, par exemple. Ce qui fait qu'effectivement, on ne sent pas trop l'impact de la baisse des cours. Mais en même temps, pour l'office chérifien des phosphates, il y a eu cette ouverture vers le sud. Des investissements dans des pays africains, au Nigeria par exemple. Voilà, donc il y a une dynamique qui est là, mais c'est conjoncturel la baisse. Mais en même temps, le groupe possède un accès exclusif à plus de 75% des réserves mondiales de phosphate. Ça reste quand même une ressource importante pour le Royaume. Mais absolument, c'est le deuxième producteur au monde, mais le premier exportateur. Donc ça signifie effectivement que les fluctuations des cours impactent certainement le budget de l'État et certains projets
projets. Mais de l'autre côté, il y a compensation. C'est-à-dire que l'expertise marocaine dans les énergies renouvelables permet, par exemple, d'investir dans ces secteurs-là, non seulement au Maroc, mais ailleurs. En même temps, la maîtrise du secteur bancaire et financier permet d'investir aussi, non seulement au Maroc, mais dans d'autres pays africains. Donc, il y a vraiment ce jeu de bascule qui est là, qui fait que ça baisse de ce côté-ci, mais de l'autre côté, ça monte. Donc, il y a une forme de jeu qui permet d'éviter de trop grandes secousses au plan économique et financier. Merci. C'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le 5e et dernier volet de cette semaine consacré au secteur hôtelier. Esther Fotzé, merci d'avoir été avec nous. Merci pour l'invitation. Et Alfred, merci également d'avoir été là. Très heureux de vous avoir retrouvé autour de ce plateau, Fanny, et puis à mes très chères téléspectatrices. Merci de leur accueil bienveillant. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.